Toute une histoire reçoit aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont coupé tout lien avec un membre de leur famille. C'est le cas de Sonia qui ne voit plus son père. Il y avait quelqu'un qui était venu me demander en mariage et donc moi je voulais pas. Et puis mon père il lui a dit au garçon tu la veux, ben, je te la donne. Vous n'avez pas envie de lui donner des nouvelles? Non, j'ai pas digéré ce qui s'est passé. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu votre père? 40 ans. Vous avez pris votre courage à deux mains pour entamer les démarches et essayer d'obtenir des informations pour pouvoir le retrouver. On vous a accompagné. Bonjour. Au revoir. Bon, vous y prenez un peu tard, je crois, vous croyez pas? Mieux vaut tard que jamais. Tu perds ton temps. Christelle était dans la même situation, mais aujourd'hui, elle a renoué avec son père. J'ai décidé de rappeler mon père parce que je me rendais compte que j'arrivais pas à faire le deuil de quelqu'un de vivant, quoi, en fait. Vous n'étiez pas vu depuis 11 ans. Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous a dit au téléphone? Et il m'a dit viens me voir. Et là, c'était plus la femme qui était au téléphone, c'était la petite fille. Alors je me suis mise à pleurer, et puis bon, j'y suis allée, quoi. Bravo Christelle. Chapeau. Merci pour nos invités. Bonjour à tous. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir. Bienvenue sur le plateau Toute une histoire. On a tous rêvé au moins une fois dans notre vie devant la petite maison dans la prairie, cette série télé dans laquelle une famille modèle brave courageusement les épreuves du quotidien. Chez les Ingalls, les disputes ne durent jamais plus de 30 minutes. Épisode oblige, et tout se finit toujours par des réconciliations absolument émouvantes. Mais dans la vie, dans la vraie vie, les chamailleries en famille tournent bien plus souvent au vinaigre. Certains peuvent rester des mois, voire des années, voire une vie entière fâchés avec leur papa, leur maman ou bien leurs enfants. Comment peut-on arriver à faire une croix sur un membre de sa famille? Comment supporte-t-on d'être fâché avec quelqu'un de son propre sang? C'est la question que Toute une histoire pose aujourd'hui, et nous allons y répondre avec tous nos invités, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Bonjour à vous tous. Comment allez-vous, Annick, aujourd'hui? Je vais bien, je regarde vos chaussures. Et alors? Je trouve qu'il y a le bris, c'est extraordinaire. Comment vous faites? Écoutez, je crache un peu dans le cirage, je délustre. C'est une technique que j'ai appris dans un film de cow-boy. C'est impressionnant. Ah bon? Ouais. Comment allez-vous, madame? Je vais bien, voilà. C'est une expérience intéressante. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu votre père? 40 ans. 40 ans? Vous ne les faites pas, si j'ose dire? Ouais, 40 ans, ouais. Pourquoi vous êtes fâché alors que vous aviez à peine 20 ans? Je ne me suis pas fâchée. Il s'est fâché? Mes parents ont divorcé, il a quitté la maison, donc voilà. Je ne me suis pas spécialement fâchée. Je me suis trouvée prise entre deux feux, j'ai envie de dire, comme parfois dans les familles. Souvent chez les enfants divorcés. Voilà, ouais, quand les parents divorcent, et voilà. Quelques jours encore, vous ignoriez même si votre père était ou non vivant. Ce n'est plus un tout jeune homme. Alors, profitant de votre venue ici à Toute une histoire, vous avez pris votre courage à deux mains pour entamer les démarches et essayer d'obtenir des informations pour pouvoir le retrouver. On vous a accompagné en caméra cachée pour voir comment ça peut se passer, ces réconciliations. J'ai été extrêmement surpris quand j'ai vu ce reportage, on le verra tout à l'heure, de ce qui peut rester après si longtemps. Oui, ce qui peut rester de quoi? Comme rancœur. Vous n'avez pas été surprise par son comportement? Non. Non. Vous avez deux voisins à côté de vous qui ça doit faire des choses, d'entendre des choses pareilles. Et puis également en coulisses, Sonia qui a voulu témoigner de manière anonyme. Bonjour Sonia. Je ne vous entends pas. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu votre père, vous? 5 ans. Vous avez quel âge? 27 ans. Pourquoi vous témoignez de manière cachée aujourd'hui? Parce que j'ai pas envie qu'il me voie. Ça fait 5 ans qu'il m'a pas vue et je veux pas qu'il sache comment je me porte. Vous n'avez pas envie de lui donner des nouvelles? Non. Vous allez vous marier très prochainement? Oui, au mois de juin, le 9 juin. Votre maman sera au mariage? Non, personne. Aucun membre de ma famille. Vous avez beaucoup de frères et sœurs? 9 frères et 5 sœurs. Wow. Et vous êtes fâché avec votre père? Oui. C'est souvent un moment très important pour les jeunes femmes qui se marient, d'avoir leur père à côté d'elles. Il y a un moment symbolique en plus au mariage. Ça vous fait quoi de vous marier sans votre père? Rien. Vous êtes sûr de ça? Oui. Vous n'êtes pas un peu la dure, non? Non, je suis en colère contre lui, la façon dont ça s'est passé. Donc, pour le moment, j'ai pas digéré ce qui s'est passé. Ouais, vous nous direz ça. Jonathan est également notre invité. Bonjour Jonathan. Bonjour. Jonathan, vous êtes à une période clé de votre vie. Vous avez quel âge? 25 ans. Votre relation avec votre père est extrêmement complexe. Vous sentez que vous vous éloignez progressivement l'un de l'autre. Est-ce que pour autant, vous êtes prêt, vous avez entendu Sonia, à couper les ponts avec lui? À vrai dire, oui, je ne suis pas vraiment d'accord avec... Enfin, c'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est vrai que j'ai un point de vue sur le sujet qui est un peu différent. C'est vrai que des parents, je pense qu'on n'en a que deux. Et donc, couper les ponts avec un père ou une mère, c'est
pas forcément la meilleure solution, je pense. En tout cas, vous êtes là pour écouter un peu les témoignages de nos invités et puis essayer de prendre une orientation ou pas. Vous direz à la fin de cette émission si les témoignages vous ont éclairé. Couper les ponts, c'est le terme. Quel drôle de terme d'ailleurs. Avec un de ses parents ou un de ses enfants, c'est quelque chose qui est effectivement très, très difficile à vivre. Ce n'est jamais anodin, ça ne peut pas être une décision qu'on prend comme ça à la légère. Mais pourquoi on en vient à prendre une telle décision? C'est la première grande question de notre émission. Voici quelques témoignages en images. Je n'ai pas revu mes frères depuis janvier 2006 et mes parents depuis mai 2006. C'est vrai que je leur ai intenté un procès pour avoir une pension alimentaire, donc je comprends qu'ils ne veuillent plus me voir. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis fâchée avec ma fille Mélanie. C'est ma fille qui ne veut plus me voir suite au divorce avec son papa. Alors j'ai pas vu ma mère depuis plus de 16 ans. C'est moi qui ai pris l'initiative de plus la voir à partir du moment où j'ai senti qu'elle m'aimait pas. Alors voilà, non, on est vraiment fâchés avec ma sœur, donc depuis, ça fera 2 ans au mois de juin. Nous nous sommes mariés donc à l'étranger avec mon mari, aux États-Unis. Et elle ne m'a pas pardonné de m'être mariée sans elle. Elle a eu 2 enfants, moi et ma sœur, et je pense que il y a eu une privilégiée et l'autre qui n'a rien eu. J'ai fait ce choix d'aller devant le juge aux affaires familiales, mais c'est pas simple comme décision à prendre. Et on se sent pas vraiment... On n'est pas fiers forcément de ce qu'on a fait. Pour moi, ça commence vraiment à faire long. Et c'est vraiment difficile. Tout ce que je voudrais, c'est de nouveau la voir. Ne pas m'imposer, mais pouvoir voir aussi Alexandre et William, ce sont mes petits-enfants. Ça a été très très dur les premiers mois. Il savait trouver le mot qui allait me détruire et vraiment je suis tombée très 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 bas. Peut-être que vous allez voir votre mère ce soir et lui faire une bise et il y aura un grand sourire pour toutes les deux. Et moi je connais pas ça. Donc c'est loin d'être évident. Parce que j'ai eu l'impression de m'être trompée pendant 32 ans sur la relation qu'on avait toutes les deux, quoi. Donc non, elle me manque plus, non. Moi, les fâcheries en famille, je voyais ça, je dis, de toute façon, entre guillemets, c'est des pauvres gens, ils ont que ça à faire que de se disputer, c'est vraiment idiot, on est tellement peu dans une famille qu'il faut avoir que ça à faire de se disputer. Je dis, on peut tous pardonner entre sœurs. C'est ça aussi que j'ai du mal à vivre. Si vraiment elle avait des rancœurs qui lui faisaient vraiment de la peine, on était suffisamment proches pour qu'elle m'en parle. Je suis conscient que lorsque je parle de ça, les gens ne comprennent pas. Ça choque beaucoup de monde, qu'on puisse ne pas aimer sa mère. Où je suis envieux des gens qui sont bien avec leurs parents. Ça me manque, moi. Des Noëls tout seul, j'en ai passé plein. Pour moi, en fait, je n'ai plus de sœur. Et que c'est exactement ça. C'est ce que je ressens, oui. Aujourd'hui, je suis toute seule. La rupture est définitive pour moi, oui. J'ai tiré une croix, complètement. Je sais même pas si elle vit encore ou si elle est morte, je sais pas. Donc, je ne sais pas. Même si elle vient demander pardon, je m'en fous. Pour moi, c'est devenu des étrangers, mes parents. Je préfère compter sur moi. Au fond de moi, je crois pas que ça va s'arranger. Je suis prête à beaucoup de choses, oui, pour renouer absolument avec ma fille. Oui, j'ai toujours de l'espoir quand même. Toujours l'espoir qu'elle me pardonne. Je le souhaite. Ce serait vraiment un grand bonheur. Comment ça va, Marie? Ça fait combien de temps que vous êtes fâchée avec votre maman? Que je ne la vois plus, ça fait 3 ans. Enfin, que je la vois plus, ça fait 3 ans et demi, demi, mais ça fait 17 ans que c'est très, très, très conflictuel. À partir de quel âge, alors, pour vous? J'avais 18 ans et demi. Oui, quand vous avez commencé à prendre votre envol, en fait, et à décider des choses qui concernaient votre propre vie. Oui. Enfant, puis adolescente, vous direz que c'était quel genre de maman? C'était une maman qui dépensait beaucoup d'argent pour que tout aille bien, quoi. Des vêtements, des sports, tous les loisirs, tout. Mais j'ai pas particulièrement de souvenirs de relations affectives avec elle. J'étais un objet, en fait. Un objet? Voilà, j'étais un objet. Mais qu'est-ce que vous appelez être un objet? Ce qu'on appelle être un objet, c'est répondre à quelqu'un qui implicitement vous dit, je savais ce qu'aimait ma mère, je savais qu'elle était fière quand je faisais du violon, quand je faisais du piano, quand je faisais de la danse, que j'étais bien habillée, que je travaillais bien à l'école. Tout ça, je le savais, je veux dire. C'était pas imposé par la parole. Voilà, j'avais peur de ma mère. Donc à 18 ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé pour que vos relations se dégradent à cet âge charnière?
Oui, en fait, j'ai rencontré, non, je me suis mis avec mon mari, je me le connaissais depuis que j'avais 4 ans et demi. 4 ans et demi? Oui, je connais mon mari depuis que j'ai 4 ans et demi. Et donc, on s'est mis ensemble, et alors, il y a eu un refus, mais alors, total. Pourquoi? Parce que mon mari, je pense qu'elle avait, elle voulait des choses pour moi, c'est-à-dire le prince charmant, grand, fort, riche et célèbre. Mon mari, il n'est pas ça. Voilà, donc je pense que ça a été. Mais qu'est-ce qu'il a, votre mari? Qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Bah, déjà, il m'aime. Ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est. Il me respecte. Voilà. Maintenant, je pense que elle a même parlé d'inceste à un moment donné parce que on se connaissait depuis tout petit et ça pouvait pas, il pouvait pas me toucher, quoi. Elle avait pas le droit de me toucher. Et qu'est-ce qu'elle reprochait exactement à votre relation que... Mais exactement, j'en sais rien. C'était pas ce qu'elle s'était mis dans la tête, elle, en fait. Et quand vous avez dit que vous alliez vous engager sérieusement avec cet homme, comment a-t-elle réagi? Je l'ai jamais dit comme ça. En fait, ça s'est fait. Je suis partie de chez moi très brutalement. Parce que ça devenait une vie terrible, quoi. J'ai continué à vivre avec eux un long moment et ça a vraiment clashé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle aurait fait n'importe quoi, je pense, pour pas que... Et elle a fait beaucoup de choses pour pas que je me mette avec mon mari. Sonia, votre conjoint ne plaisait pas non plus à votre père, si j'ai bien compris? C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Et c'est pour cette raison que depuis 5 ans, vous n'avez plus de contact tous les deux. Votre père, en fait, n'a pas accepté que vous vouliez vivre votre choix de vie et épouser un non-musulman que, de surcroît, vous aviez vous-même choisi. C'est-à-dire qu'en fait, on a souhaité, dans un premier temps, si j'ai bien compris, vous imposer un mari? Oui, alors au début, c'était... il y avait quelqu'un qui était venu me demander en mariage, donc... Vous aviez quel âge? J'avais 19 ans, 19-20 ans. Et donc, moi, je ne voulais pas. Et puis, mon père, il lui a dit au garçon, tu la veux? Et il a dit oui. Donc, mon père, il a dit, je te la donne. Donc, par la suite, donc, on a continué. C'était devant vous, ça? Oui, devant moi. Tu la veux, je te la donne. Oui, donc ensuite, par la suite, ce qu'on a fait, c'est que on avançait, on préparait le mariage. À 1 mois du mariage, j'ai tout annulé. J'y arrivais pas, je pouvais pas. Je disais à ma mère, si je me marie avec quelqu'un que j'aime pas, je vais me sauver, vous me reverrez plus jamais. Donc ils ont préféré arrêter le mariage et que je reste à la maison et qu'il n'y ait pas la honte pour la famille. Ça a été la grande rupture avec votre père? Non. Non. La rupture avec mon père, ça a été quand 6 mois après, j'ai rencontré mon compagnon. Celui que vous aimez cette fois-ci? Voilà, ouais. Celui que j'ai choisi. Et donc, je l'ai rencontré. Et quand mon père a su qu'il n'était pas musulman, donc il a préféré me mettre à la porte. Marie, vous vous êtes mariée? Oui. Contre l'avis de votre mère aussi? Oui, contre l'avis de ma mère, oui, évidemment. Elle était là? Oui, une extrémiste, parce qu'on a été avertis le jeudi qu'elle venait pour le samedi. Donc voilà, ça n'a pas. J'ai pas vécu mon mariage. Non, c'était pas une bonne nouvelle parce que j'ai absolument pas vécu mon mariage comme j'aurais voulu le vivre. Et je dis toujours à mon mari, quand on aura 20 ans de mariage, on se remarie pour profiter des choses. Vous n'avez pas pu empêcher votre maman d'assister à quelque chose qu'elle ne souhaitait pas? Non, parce que j'étais encore dans cette peur, j'avais peur de ma mère. Je voulais la protéger, je voulais pas lui faire du mal en même temps. Donc c'était compliqué, je ne pouvais pas m'opposer à ma mère. Vous ne voulez pas lui faire du mal parce que vous culpabilisez? Non, à l'époque, je pense que c'était ça. J'avais un gros sentiment de culpabilité. Aujourd'hui, non. Après votre mariage, vous ne vous êtes pas parlé avec votre mère pendant 4 ans. Et puis votre mère a fait le premier pas quand vous êtes devenue maman. Disons que j'avais demandé à mon mari d'avertir ma mère quand j'accoucherais de ma première fille, ce qu'il a fait. Et donc, ils sont venus le lendemain. Et voilà, et depuis, on se revoyait, on va dire, de façon... on se revoyait, quoi, voilà. Vous avez une explication avec votre mère à cette époque-là? À cette époque-là? Non, j'avais été toujours dans... Vous aviez trop peur? Ah oui, j'avais très peur de ma mère, je ne voulais pas la décevoir, et en même temps, j'avais peur du personnage, quoi, voilà, c'était... Alors vous avez maintenu des relations cordiales, je dirais, puis tout a basculé à nouveau en 99, à la naissance de votre second enfant. En fait, vous avez eu... une réaction physique, vous vous êtes retrouvée dans le coma pendant quelques jours? Oui, je fais ce qu'on appelle une éclampsie et je me suis retrouvée quelques jours dans le coma. Et là, vous avez eu des flashs, si j'ai bien compris, il y a une sorte de passé qui vous est revenu en mémoire? Ouais, en fait, c'est une cocotte minute. On peut comparer ça à une cocotte minute qui explose, c'est-à-dire ce que j'avais pu contenir pendant 27 ans. Voilà, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Je ne vis pas normalement. En plein temps, je fonctionnais beaucoup par comparaison avec les autres et je me rendais compte que finalement, je ne fonctionnais pas normalement, quoi. C'est-à-dire? Mais bon,
Émotionnellement, j'ai l'impression que vous êtes déjà émotionnellement, beaucoup sur la réserve. Oui, mais en fait, je le suis beaucoup moins sur la réserve. C'est-à-dire que j'ai des sentiments maintenant. Je ressens des choses qui étaient vraiment, c'était quelque chose. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, si quelque chose venait, je savais très bien couper ça. Qu'est-ce que vous attendiez d'elle à ce moment-là? Vous avez souhaité avoir en finir, passer à une autre période, si j'ai bien compris. À ce moment-là, je lui parlais pas encore. Enfin, j'osais pas encore lui dire les choses. Je lui ai pas encore parlé. J'attendais qu'elle vienne. Oui, c'est sorti. Il y a 3 ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sorti où j'ai été hospitalisée en clinique psychiatrique pendant 3 mois et demi. Et là, évidemment, il y a du chemin de fer, parce que 3 mois et demi, ça se fait pas. En plus. Hein. Non, on part pas en vacances. Et puis, vers la fin, à un moment donné de l'hospitalisation, j'ai bien compris que l'enjeu, c'était ma mère aussi, quoi, et qu'il fallait absolument faire quelque chose avec elle. Et donc, on s'est dit avec la psychiatre que de la faire venir et peut-être de lui expliquer les choses. Je me suis dit, elle va enfin comprendre pourquoi je suis pas bien. Pourquoi je vais pas bien, pourquoi je fais une thérapie depuis mon éclampsie, pourquoi elle va comprendre. Donc si elle comprend, c'est on va enfin pouvoir avoir une relation. Voilà. Enfin, elle va trouver des mots sur les choses que j'ai pas pu lui dire. Et j'ai absolument pas trouvé ça. C'est-à-dire que dans la tête de ma mère, je suis comme ça parce que je suis malheureuse dans mon mariage, parce que je viens d'en faire. Elle l'a dit, ça ? Ah oui, non, mais elle en est intimement convaincue, je pense. En plus, je pense qu'elle en est intimement convaincue. Et en fait, vous dites plusieurs choses qui aujourd'hui vous conduisent à cette situation dans laquelle vous n'êtes pas très confortable encore aujourd'hui. Par rapport à ma mère, non. Oui, extrêmement mieux. Non, mieux, mais mieux, c'est pas forcément bien, c'est ça. Vous êtes bien, vous diriez, aujourd'hui ? Ah oui, aujourd'hui, je suis bien. Ah oui. À l'aise avec votre maman, etc. Enfin, vis-à-vis de cette relation ? Oui, j'ai vraiment décidé de ne plus la voir, quoi. Parce qu'elle me nuit, parce qu'elle me fait du mal, parce qu'elle ne me connaît pas, que de toute façon, je ne peux pas avoir une relation normale. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Que vous avez enfin réussi à prendre une décision vis-à-vis de cette femme ? Je dirais plutôt, enfin, j'existe, quoi. Voilà, ça y est, enfin, je sais ce que je peux prendre des décisions, je peux parler, il ne va rien m'arriver, voilà, tout va bien, quoi. Et, voilà, je suis démeublée de ma maman, si vous voulez. J'ai plus ça dans la tête, quoi. Mais bon, ça a été un apprentissage, hein, ça s'est pas fait en... ça s'est pas fait en 2 minutes. Hein. Isabelle, lorsque vous entendez Marie dire qu'elle a tiré un trait sur sa mère, j'imagine que vous mettez, que vous vivez les choses, même si elles sont très différentes, et chaque histoire est une propre histoire. Vous le ressentez en tant que mère ? Oui, je le ressens. Enfin, je le ressens en tant que mère. Mon histoire est un peu différente aussi, puisque moi... je n'ai pas vu mon fils aîné depuis près de 3 ans. Et voilà, pour une histoire absurde et ridicule. Et il a coupé les ponts avec vous ? Oui, oui. Il vous l'a dit au moment où ça s'est passé ? Non, il est parti un soir de septembre 2004. Et puis en 2005, j'ai reçu une lettre recommandée du TGI, donc de Chalon-sur-Saône. Tribunal de grande instance de Chalon. Voilà, du juge aux affaires familiales, qui me convoquait auprès de lui donc, pour lui verser une pension alimentaire. Alors qu'il est majeur. Oui, c'est dur. Enfin, c'est dur quand dans une famille on fait appel à la justice, ça complique extrêmement les choses. Voilà. Vous avez dit à votre maman en face que vous ne vouliez plus parler avec elle, que vous ne vouliez plus la voir ? Non, parce que il n'y a pas d'intérêt pour moi. C'est très égoïste, mais il n'y a aucun intérêt pour moi. Il vous l'a dit en face ou vous l'avez appris par cette lettre du TGI ? Que par cette lettre. Les choses sont compliquées. Oui. Dans un instant, donc, la suite de cette histoire, on a eu votre fils en ligne en préparant cette émission. Il nous a expliqué pourquoi il avait décidé de vous faire un procès, donc c'est sa version des choses, pour utiliser un terme juridique. Après cet appel à témoins, on en parlera ensemble. Et puis votre autre fils est là avec nous. Vous êtes en couple avec une personne qui est à l'opposé de vous. Vos différences culturelles ou de caractère ont renforcé votre couple ou au contraire vous ont éloigné. Vos proches trouvent que vous et votre conjoint êtes mal assortis. Sage, vous n'êtes attiré que par les mauvais garçons. Excentrique, vous aimez les femmes discrètes. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Que faut-il faire pour plaire aux hommes ? C'est la question que posera prochainement toute une histoire à ses invités. Moi, ce qui me plaît, c'est les filles plutôt timides, réservées, pas trop exubérantes. Bavarde, oui, mais qui jacasse, ça fatigue. Une fille
qui se la joue un peu, pourra me plaire pour un soir en fait. Et c'est vrai que pour la vie, là j'aurais vraiment tendance à préférer une fille plus posée, plus calme. Alors quel conseil, messieurs? Le conseil pour séduire un homme, ça serait simplement d'être naturel, d'être soi. Montrez à vos hommes que vous les aimez. Faut être plein de choses à la fois, quoi. Faut être un tutti-frutti. On pose une question dure aujourd'hui dans notre émission, mais une question qui arrive dans pas mal de familles. Est-ce qu'on peut faire une croix définitive sur un membre de sa famille? C'est le thème de toute une histoire et dans cette partie, on parle précisément de comment et de pourquoi on peut en arriver à prendre une telle décision, décider de rompre à jamais, comme on le dit à ce moment-là. Isabelle, quelle a été votre première réaction lorsque, dans un premier temps, votre fils est parti de la maison en claquant la porte? Au départ, j'ai pensé que c'était simplement une petite crise qui nous faisait... ça arrive à tout le monde de s'énerver, de dire des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire ou qu'on ne pense pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit personne ne m'aime, vous êtes... quand j'étais chez mon père, tu t'es pas occupé de nous, tu t'es pas soucié de ce qu'on devenait. Des choses complètement anodines, je dirais. Voilà. Pas une grosse dispute, quoi. Non, pas une grosse dispute. Non, mais à des base... choses assez, quand même, sont des choses oui. qui ne sont pas tout à fait anodines, de dire tu t'es jamais occupé de nous. Oui, non, mais tout à fait, mais j'ai ma conscience pour moi et je sais ce que j'ai fait pour mes enfants. Non, non, mais les mots qui sortent de sa bouche à ce moment-là sont... Oui, oui. Et pour vous, quand je dis c'est une dispute, enfin, je veux dire par là, ce sont des éclairs qui ne vont pas durer, ce sont des... Voilà, voilà. Je me suis dit que il est parti ce soir-là, mais bon, la semaine prochaine, le week-end prochain, il sera de retour à la maison, il n'y a pas de souci. Ça lui passera. Dans l'histoire de vous et vos enfants, comment s'est passée l'éducation? Est-ce que vous dites qu'il était chez votre ex-mari? Comment ça s'est passé exactement? En fait, on a eu nos 2 enfants, on était mariés, on a divorcé en 94, et puis là, j'ai récupéré la garde de mes enfants, tout bonnement. Début 2001, on a quitté la ville où on habitait, donc avec mon mari actuel. Votre deuxième mari, d'accord. Voilà, et les enfants ont souhaité rester dans cette ville où ils avaient donc les grands-parents qui vivaient, un collège, un lycée qu'ils fréquentaient et leurs copains d'enfance. D'accord, donc en 2001, quelques années plus tard, vous... Donc fin 2003, on a récupéré 2 ans après. Les 2 enfants à notre domicile, voilà. Est-ce que vous voyez dans votre histoire familiale quelque chose qui aurait pu blesser profondément votre fils et qui serait ressorti à un moment donné comme ça? Blessé, je ne sais pas. Je pense qu'il a eu un manque d'autorité durant près de 2 années. Et le fait de revenir à la maison, et chez nous, il y a une autorité, il y a des règles à respecter quand on est une famille. Entre 2001 et 2003, il a manqué de figure parentale forte. Voilà, tout à fait. Et il n'a pas toléré l'autorité qu'on lui donnait, quoi. Donc, pour préparer cette émission, comme on le fait généralement, on a parlé avec Alexandre. Il nous a dit qu'il avait intenté ce procès parce qu'à l'époque, il avait de la rancœur contre vous. Il avait l'impression d'avoir beaucoup souffert, ce qui est souvent le cas quand il y a des séparations difficiles de la part des parents, et que ce n'était pas simplement une petite crise anodine. Est-ce que vous avez essayé de comprendre ces raisons, de voir peut-être derrière cette attaque en justice un message plus profond que votre fils voulait vous faire passer? Absolument pas, non. Non, je ne comprends pas. Je ne tolère pas que des parents, des gens... on n'est pas des parents maltraitants, on est des parents aimants. On a toujours tout fait. Je me suis privée d'aliments pour qu'il ait à manger dans son assiette. Je me suis privée de sorties, de loisirs, de vacances, pour que lui ne manque de rien. Où est la faille ? Il y avait de la tendresse aussi. Hein. Et de l'amour, de l'affection, bien sûr. Dans le reportage, c'est ce que vous dites, qui vous demandait des câlins. Bien sûr, mais tout à fait. Même Arnaud qui est là, on lisait des histoires quand il était petit. Mais voilà, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Vous êtes plus âgé ou plus jeune que votre frère? Plus jeune. Plus jeune. Vous avez des relations, vous, toujours avec votre frère? Vous vous parlez? Oui. Vous voyez? Oui, moi, quand je retourne voir mes grands-parents en période de vacances ou de fêtes, tout ça, moi, mon frère n'est pas souvent là, mais quand je le vois, on se parle et tout, on a une relation de frère, quoi. Et je pense que le fait, en plus, qu'on ne se voit pas souvent, ça fait qu'on est renforcé, quoi. Pour le peu qu'on se voit, on profite un maximum du temps qu'on est ensemble. De petits côtés positifs, vous dire des choses sympathiques. Voilà, ouais. Mais quand vous dites j'ai l'impression d'être entre deux feux, c'est-à-dire que parfois, Arnaud vous a demandé de vous positionner? Votre maman vous a demandé de vous positionner? Ou vous sentez qu'il y a des forces autour de vous qui vous... En fait, voilà, c'est que depuis que je suis petit, en fait, moi et mon frère, on a toujours été un peu je dirais pas la cible des conflits, mais je veux dire, on était quelque part, c'était nous qui étions.
Non, mais je crois que vous avez envie de dire les victimes d'une situation que vous n'aviez pas décidée. Voilà. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, à mon avis. Ouais, c'est ça. En tout cas, depuis que Alexandre, votre frère Arnaud, vous a intenté ce procès donc, à votre maman, vous avez décidé, madame, d'ignorer un peu tout ce qui le concerne. Chez vous, on peut parler de tout, sauf du vrai sujet, à savoir celui qui fâche, donc l'absence de votre fils Alexandre. Regardons ce reportage. J'ai donc reçu fin août 2005 un recommandé envoyé par le tribunal et mon fils donc aîné m'a signé en justice pour que je lui verse une pension. J'ai ressenti, oui, une trahison. Je ne pensais pas que ça m'était pas possible. C'est une chose qui n'arrive qu'aux autres. C'est à la suite d'une lourde dispute qu'Alexandre, le fils aîné d'Isabelle, assigne sa mère en justice. Il lui réclame une pension pour poursuivre ses études. Sans emploi au moment du jugement, Isabelle est condamnée à lui verser 10 € par mois. Cette somme symbolique est aujourd'hui l'unique lien entre la mère et le fils. Ils ne se sont pas revus depuis bientôt 3 ans. J'ai beaucoup de choses en fait qui me restent de lui, des petites choses comme ça matérielles. J'ai des photos, j'ai toutes ces choses-là. C'est en définitive tout ce qui me reste aujourd'hui de lui. Le matin, il se levait, il me prenait dans ses bras comme ça, câlin, maman. Et il était grand, il était ado. Aujourd'hui, je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il a une copine, je ne sais pas s'il fait des études, je ne sais pas où il vit, je ne connais pas l'appartement où il vit, je ne sais pas s'il a son permis de conduire, je ne sais pas s'il a un véhicule. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il fait. J'en sais rien. En famille, Alexandre reste le sujet tabou. Pour éviter les tensions, chacun prend soin de ne pas évoquer le passé. Ça vous arrive de parler d'Alexandre quand vous êtes tous les trois? On n'en parle pas. D'Alexandre, il Enfin, n'est pas pas souvent, là. quoi. Il n'est simplement pas dans notre vie. Et on fait notre petit chemin quotidien ensemble. Quelque part, ça me fait un peu chier parce que moi, je suis tout seul, mais bon. C'est son truc, hein, moi. Je vais pas en pleurer non plus, mais voilà, quoi. C'est quelque chose de tellement précieux, la famille, que c'est dommage que ça éclate comme ça pour des choses aussi ridicules. C'est vrai. On fait notre petite soupe à tous les trois, le petit Voilà, nuit, et ça fait mal, quoi. C'est pour ça que maintenant, moi, je donne tout pour Arnaud, quoi. Moi, Arnaud, pour moi, c'est mon fils, quoi. Voilà. Pour Arnaud, le frère d'Alexandre, la situation n'est pas simple à gérer. Il a gardé contact avec son frère et refuse de prendre parti dans les querelles familiales. Franchement, pour des histoires pareilles, quoi, je me dis que c'est dommage que ma famille en soit arrivée là, quoi. On est tous dispatchés à gauche, à droite, tout le monde a perdu des nouvelles de tout le monde, plus personne se parle. C'est plus une famille, en fait, c'est des espèces de clans qui sont des guerres, comme ça, on sait pas trop quoi, c'est vraiment incompréhensible, quoi. Ça reste toujours mon frère pour moi. Tout simplement, j'ai envie de le voir, de parler, de rigoler avec lui, tout ce genre de choses. C'est vrai que s'il pouvait revenir, moi, ça me ferait vraiment plaisir, quoi. Mais même si je sais que dans le fond, c'est pas possible. Fatigué par la situation, Arnaud se décide enfin à briser le non-dit avec sa mère. Ce que je regrette, moi, vis-à-vis de toi, tu vois, voilà, c'est que tu sois entre deux feux, en fait, et que, heureusement, tu as une certaine maturité qui te permet d'assumer ce qui s'est passé et de le comprendre aussi. Si tu penses que la situation, elle pourrait se débloquer, sachant que maintenant, c'est quand même un peu tard, quoi. Aujourd'hui, je suis pas prête. Je suis pas prête. Un jour, peut-être, mais je ne suis pas prête aujourd'hui. Alors, décider de... Ça va ? Décider de rompre, comme on dit, à jamais, au moment où on le fait, c'est une chose de le dire, mais tenir sur la longueur, c'en est une autre. Une fois qu'on a dit c'est fini, eh ben, il faut commencer à vivre au jour le jour avec l'absence de son enfant, avec l'absence de sa mère, de son père. C'est compliqué. Comment on gère le quotidien après des disputes comme celle-là? C'est la seconde partie de notre émission. Comment vous le vivez, vous, au quotidien? J'ai appris à vivre sans lui. J'ai appris à... On mène notre petit train-train quotidien, tous les trois, à la maison. On continue notre vie tout bonnement, tout simplement. Et on dit sujet tabou dans le reportage. Ouais. On ne parle pas de lui, il n'est pas là.
il est quelque part. C'est compliqué pour une maman de ne pas parler de son fils, enfin, de faire comme s'il n'existait plus. On m'en parle parfois. Parfois, on me demande, tiens, que devient le frère d'Arnaud Alexandre. Voilà, et moi, vous y pensez, vous? Quand vous êtes seul, par exemple? Non. J'ai tellement souffert de se recommander, parce que je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai été condamnée quand même à lui verser 10 € par mois. 10 €. Pour 10 €, je ne parle plus à mon fils aujourd'hui. Mais qui ne veut plus parler à l'autre? On ne traîne pas ses parents devant la justice. Donc vous ne voulez plus parler à votre fils? Je n'ai pas envie de lui pardonner. Vous ne lui pardonnez pas? Non. Pour vous, c'est le point de non-retour? Oui. Aujourd'hui, je ne conçois pas de lui pardonner. On va demander l'avis à un psychanalyste qui est avec nous, mais je voudrais avoir l'avis d'abord de ceux qui sont concernés. Peut-être, Jean-Luc, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ça? Moi, je pense qu'on peut tout pardonner dans la vie. Parce que des enfants, c'est les nôtres. On n'en a qu'un, ou on n'en a que deux. C'est nos enfants. Le point de non-retour dont parle cette maman? Ça me paraît... disproportionné. Enfin, moi, je pense que c'est disproportionné. Dans le temps, je pense que c'est quelque chose qui peut s'user, en fait. De penser ça, cette pensée-là. Ça peut passer et on peut revenir à autre chose? Oui, parce que quand on vieillit, on acquiert une certaine maturité. Je pense qu'on mûrit. Et avec l'âge, on en vient à se remettre en question. Et en faisant son introspection, quelque part, il y a quelque chose qui fait mal, quoi. Il avait quel âge quand il vous attaquait en justice? C'était l'année de sa majorité. Ouais. Aurélia Mestre est psychanalyste. Le moment de la rupture, c'est entre des gens qui sont aussi proches qu'un parent et un enfant. Est-ce que c'est forcément... Est-ce que c'est vraiment l'un qui prend la décision ou est-ce que ce n'est pas un peu les deux qui arrivent à une situation de non-retour et puis il faut que ça explose, quoi? Je crois que... Enfin, moi, j'entends l'assignation en justice un peu... Ça paraît peut-être un peu bizarre, mais peut-être comme un acte... Comme une bouteille à la mer? Non, oui, comme un acte d'amour, peut-être. Non, oui, alors. Oui, comme un acte comme un appel. Hein, c'est-à-dire, effectivement, ce garçon, peut-être ne sait pas comment renouer quelque chose et il l'a fait très maladroitement, de façon extrêmement dramatique. Et peut-être que c'était une façon de vous parler à travers la justice interposée. Maintenant, je comprends que ce soit très, très violemment ressenti. Hein. Mais peut-être que de son point de vue, ce n'est pas tout à fait le même que du vôtre. Moi, en tout cas, je sens beaucoup de tension sur ce plateau, en tout cas. On voit qu'on est sur des sujets qui sont vraiment très, très douloureux à vivre, oui. Que ce soit du côté parent ou du côté enfant. Mademoiselle, on vous a aperçu dans le reportage au début de cette émission. Vous avez poursuivi vos parents en justice? Oui, j'ai poursuivi mes parents en justice, mais c'était pas tout à fait la même histoire, en fait. Chaque histoire a son histoire. Voilà. Moi, c'était vraiment pour faire avancer les choses. J'étais dans une situation complètement bloquée, dans une situation de dépression. J'ai claqué la porte, j'en avais marre de ce qui se passait. Mais qu'est-ce qui se passait? Ils écoutaient plus, ils n'arrivaient plus à m'écouter. Ils m'écoutaient pas, ils étaient dans leur situation, ils me voyaient comme je devais être et ils n'arrivaient pas à voir ce que j'étais réellement. C'est-à-dire, vous soyez plus précise? Le point de non-retour a été atteint quand j'ai fait la première année de médecine et entre le premier semestre et le deuxième semestre, j'ai perdu 84 places. Et donc pour eux, c'était inadmissible. Et j'en ai entendu de toutes les couleurs. Et ce jour-là, ça a été fini. J'ai voulu partir et puis ça a été très violent. Et donc 3 jours après, je partais avec 2 sacs. Vous avez quel âge? C'était il y a presque 2 ans, j'avais 19 ans, à peine. Je venais d'avoir 18 ans. Vous avez attaqué en justice vos parents, la justice vous a donné raison. Vous avez donc obtenu une pension alimentaire? Oui, j'ai eu une pension alimentaire, mais c'est pas 10 € par mois, moi c'est 450 € par mois que j'ai eu. 450 € par mois? Oui, ce qui m'a permis de me loger, parce qu'à l'époque j'étais logée chez les parents de mon ami, ce qui m'a permis d'aller de l'avant, donc de me loger, puis le fait d'aller devant le juge, ça permet de réfléchir et de se dire, de toute façon tous les jours ça empire, alors si on n'espère plus, ça va mieux. Et quand on attaque ses parents en justice, qu'est-ce qu'on ressent au fond de soi? On n'est pas très fiers. Qu'est-ce qu'on ressent? On a peur, parce que c'est quand même ses parents. Moi, j'ai attendu très très longtemps avant de le faire. Je ne voulais pas le faire. Peur de quoi? J'avais peur d'eux. J'avais peur de couper les ponts, j'avais peur de les perdre. Je ne voulais pas le faire aussi pour... J'entretenais la même le peur rêve que Marie a exprimée tout à l'heure en parlant de la peur qu'elle avait de sa Oui, maman? un peu, oui. Et j'avais peur de ne plus revoir mes frères suite à ça. Cette pension alimentaire, elle va durer le temps de vos études? Le temps de mes études, oui.
Ouais. Ça vous fait quoi de vivre partiellement avec l'argent de vos parents tous les mois sans les voir? Ça entretient un lien? C'est ça, c'était ma question. Vous avez l'impression que ça entretient un lien, Isabelle? Mais j'en voudrais pas de ce lien. Si j'en avais pas besoin, je le ferais pas. Non, je ne conçois pas la vie. Vous avez attaqué vos parents par rapport à quel article du Code civil? Le 203 ou le 205? 205. D'accord. Ça ne vous dérange pas plus que ça? Oh, si. Ça m'a énormément dérangée. Mais pourquoi vous l'avez fait? Vous avez détruit vos parents. Vous avez détruit leur vie. Mais c'est pas pour ça que je l'ai fait. C'est parce que j'étais dans une situation de dépression depuis des années. Le 205, c'est une obligation d'alimenter ces enfants. Voilà. Donc j'étais dans une situation de dépression. J'ai fait une tentative de suicide. Et pour moi, je voulais vraiment que ça s'arrange. Tous les jours, j'espérais que ça s'arrange. Et tous les jours, il m'arrivait quelque chose de... Et j'en entendais vraiment de toutes les couleurs. Mais vraiment, j'en ai entendu, mais... Il voulait Donc pas le vous êtes faire en deuxième année de médecine, donc c'est quand même des études qui sont quand même fortement réussies. J'étais en école de sage-femme en fait. J'étais admise en école de sage-femme suite à la première année de médecine. D'accord, donc vous ne pouviez plus poursuivre vos études pour devenir médecin, vous deveniez sage-femme, qui est un... Ça va, c'est un bon en fait, j'étais pas assez bien classée au classement. En première année de médecine, on est accepté soit en médecine, soit en dentaire, soit en sage-femme, soit en kiné. Et donc moi, j'étais prise en sage-femme. Et ça vous convenait, vous? Moi, oui. Bah, c'est le principal, non? Oui. Et vos parents, ça ne leur convenait pas du tout? Je pense que ce qui les a déçus, c'est le fait que je perde des places. Parce que j'étais bien classée, j'étais 130e et j'étais 214e après. Je pense que c'est ça qui les a déçus. Mais déçus à un point, vraiment, que vous claquiez la porte? C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Mais vous les aimiez, vos parents? Oui, je les aimais, mais le problème, c'est que ça faisait des années que ça se passait très très mal avec ma mère. C'était dans une situation conflictuelle. Et c'est vrai que, bon, après... c'est comme des chamailleries, quoi, on a l'impression qu'on pourrait passer dessus. Enfin, je veux dire, quand ce n'est pas sa propre histoire, on a l'impression qu'on pourrait passer sur tout ça. Et d'ailleurs, vous le dites sans agressivité. Qu'est-ce qui fait que... J'ai parlé de point de non-retour, mais vous aussi, vous en avez parlé spontanément. Vous êtes dans un point de non-retour aujourd'hui? Je pense, oui. Je pense que le fait d'être allé devant le juge, j'ai atteint le point de non-retour. Vous le saviez en y allant? Oui. Arnaud, quel regard vous portez sur cette histoire et peut-être sur votre frère, sur votre maman aussi, et le fait qu'on atteigne des points de non-retour alors que... Moi, je pense que Aurélie, son histoire, en fait, c'est que elle a été... Elle, ça a été plutôt par rapport à ses... Enfin, je dirais pas, peut-être pas à ses études, mais... Je veux dire, au niveau de sa famille, ça allait déjà pas, ça avait pas l'air d'aller à la base. C'était quelque chose ça devait être quelque chose de conflictuel. Donc c'est pour ça qu'elle est partie. Ça peut pas être simplement les études qui provoquent quelque chose. Même si vous êtes sorti profondément dévalorisé. Oui. Et donc moi, la principale différence que j'ai fait avec l'histoire de mon frère, c'est que mon frère, en fait, ça a été plutôt sur je dirais pas sur un coup de tête, mais ça s'est fait relativement vite et on l'a pas vu venir, quoi. Il y a eu deux, trois disputes. Voilà, on s'est dit ça va passer l'éponge et tout. Il y a eu le fameux soir, ça a dégénéré et il est parti, quoi. Et je ne pensais pas qu'après, il en arriverait jusque-là. Isabelle ne veut pas pardonner à son fils. Qu'est-ce que ça vous inspire, Aurélie? Je la comprends. Je la comprends parce que moi, je ne veux pas pardonner à mes parents tant qu'ils ne veulent pas écouter ce que j'ai à leur dire. Oula. C'est une forme de chantage. Ce sera toi qui sera le... C'est une forme de chantage? Non, c'est pas du chantage. Ce que je voudrais, c'est qu'ils réfléchissent sur les... Ils m'ont fait du mal sans le vouloir, mais je voudrais juste qu'ils reconnaissent... Sans le vouloir? Je pense pas que c'était mauvais, parce que pour eux, quand je leur ai dit qu'ils m'avaient fait du mal, ils m'ont dit, mais non, c'est de l'éducation qu'on a cherché à faire. Donc je pense pas que c'était vraiment dans le but de me faire du mal. Mais je pense que pour eux, le fait qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils m'ont fait du mal, j'ai peur qu'ils répètent cette histoire avec mes frères, et j'aimerais surtout pas qu'il y ait d'autres... Cette histoire, c'est-à-dire ce comportement trop dur, c'est ça? Oui. Trop exigeant? Oui. Alexandre nous a dit, votre fils Isabelle nous a dit qu'il était en première année de fac de droit. Oui. Vous le saviez? Non. Beaucoup de parents... Pardon, je me suis arrêtée à la première année de fac de médecine. D'accord, bah là il est en première année de fac de droit. Parfois. Il a dit qu'il se débrouille, qu'il y arrive.
Que ce soit sage-femme, que ce soit des études supérieures, quelles qu'elles soient, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, c'est pas un petit motif de fierté quand je dis ça, par exemple? Non, mais c'est pas mal, c'est même très bien. D'ailleurs, je trouve qu'en France, on est hyper bien lotis au niveau de l'éducation. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Nos jeunes étudiants, s'ils veulent vraiment se donner la peine, ils ont des bourses universitaires, ils peuvent suivre. On a plein de jeunes étrangers qui viennent étudier en France. C'est quand même un beau pays. Ah, là, je parlais d'affection et de sentiment, là. De l'affection, des sentiments vis-à-vis de... Oui, de la fierté. La fierté, ça peut être un sentiment... ça dépend comment elle est placée. Elle peut être bien placée parfois, ça peut être un sentiment humain. Je suis fier de mon fils. Oui, de toute façon, j'ai toujours fait en sorte qu'ils aient une éducation très rigoureuse, avec un suivi scolaire plus certainement qu'il en fallait. Et voilà. Et d'ailleurs, quand il a décroché son bac scientifique avec mention, ma belle-mère... Pas mal, bien sûr. Merci, maman. Ma belle-mère m'a appelée et m'a dit parce que c'est moi qui l'ai éduqué pendant toutes ces années, qui me suis acharnée sur son travail scolaire pour qu'il y arrive. Et il n'a pas dit merci maman, ça vous a manqué? Non, il y a des personnes qui me l'ont dit à sa place. Ouais. Ma belle-mère m'a dit, j'ai vu les résultats dans le journal, j'ai vu qu'Alexandre avait décroché son bac avec mention. Ma fille, je te félicite de l'éducation que tu lui as donnée. D'accord, enfin, c'est lui qui l'a passé le bac quand même. Oui, c'est lui qui l'a passé. Ah, je voudrais bien savoir ce qu'en pensent les jeunes gens qui sont ici sur ce plateau. Là. Franchement, faites passer le micro, Aurélie. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle, à côté de vous? Non. Dites-moi. Ce qui s'est passé là, oui, c'est compréhensible, mais faut que chacun y mette du sien dans l'histoire. Vous avez quel âge, vous? 17 ans. Ah ouais. Vous en pensez quoi, mademoiselle? Moi, un peu pareil. Faut que chacun y mette du sien. Vraiment... Pourquoi les gens restent bloqués comme ça, à votre avis? Je sais pas. C'est de la fierté? On a l'impression que l'autre ne veut pas avancer. Moi, c'est l'impression que j'ai eue avec mes parents. C'est que j'essayais d'aller vers eux et qu'eux, ils étaient bloqués. Vous êtes sûr qu'ils ne pensent pas la même chose que vous? Mais justement, c'est ça le problème. Je crois qu'on est chacun bloqué sur notre position. Chacun est bloqué sur ses positions. C'est ça qui est bien compliqué. Comment vous êtes retrouvée fâchée avec votre papa, Christelle? C'est vous qui avez décidé de couper les ponts? Je crois que c'est le temps qui a fait que... Le temps? Le temps. Ah, le temps. Excusez-moi, j'ai pas le même accent. Ah ben il est magnifique le vôtre. Le mien il est Poitiers. Ouais. Voilà. Donc... Le temps, qu'est-ce qui s'est passé? J'ose plus le dire du coup. Non, le temps. Mes parents ont divorcé, j'avais 14 ans. La relation de couple entre mon père et ma mère était très conflictuelle. Et puis le divorce s'est mal passé, donc nous, mon frère et moi, en avons payé les pots cassés. Ensuite, je voyais mon père en pointillé. Avec l'impression qu'il ne m'aimait pas, en fait. J'ai toujours eu cette impression-là, que j'étais pas aimée. Pourquoi? Parce qu'il ne vous le disait pas? Oui. Impossible à dire? Ben oui, non, mais je ne m'en rendais même pas compte, que je ne le disais pas. Vous savez, voilà. Non, je ne m'en rendais pas compte. Vous êtes restés séparés pendant 11 ans? C'est entre quel âge et quel âge en ce qui vous concerne? 22 ans et l'an dernier. Vous pensiez à votre papa pendant cette période? Oui. En quel terme? En quel terme? Vous moquez pas, hein? Ah non. Attention, hein? C'est un hommage. Oula. Bon, d'accord. Après, on ne se parle plus pendant 11 ans, sinon c'est ça. Ouais. En même temps, je ne vous connais pas trop, donc ça ne manquera pas, quoi. Ouais, vous vous en remettrez. Ah ben, vous me tendez la perche. Vous avez raison, prenez-la. Je ne me rappelle plus de la question. Vous pensiez à votre papa pendant ces années-là, les dernières Oui, notamment? alors en fait, j'y pensais au début avec de la haine. Parce que je crois que la haine, c'est pas loin de l'amour, quelque part. Hein, c'est le mauvais versant. Donc, Ah oui, ça reste des sentiments. Voilà. En me disant, mais il me dit rien, et moi j'ai envie de savoir s'il éprouve quelque chose, si à ses yeux je suis quelqu'un, pardon. Si à ses Par yeux rapport à quelque chose, Marie. Je suis quelqu'un. Et pas une chose. Et bon, ça venait pas. Et un jour, j'avais passé mon permis moto et je l'appelle, je lui dis tiens, j'ai passé mon permis moto. Il me dit je suis fière de toi, c'est bien. Comme ça, vous l'appelez c'est comme ça que vous avez renoué? Non, là, c'était avant la séparation. Autrefois, d'accord. Ouais. Donc autrefois, il y a 11 ans. Et il me dit tiens, écoute, tu t'achètes une moto, je t'en paie la moitié, il n'y a pas de problème. Et en fait, je m'achète la moto, je l'appelle et il me dit mais je ne peux pas t'en payer la moitié là, je ne peux pas parce que j'ai des problèmes d'argent, donc je ne peux pas. Et pour moi, dans mon fort intérieur, c'était promis. Et on ne peut pas aller contre une promesse, quoi. Donc, c'est ça qui a déclenché la fâcherie? Oui.
parce que je me suis dit, je ne peux pas avoir confiance, en fait. Et peut-être que ce que j'attends de lui, d'être un père, ça ne viendra pas, et voilà. Je pense que vous deviez avoir le doute avant et que ça a été en fait un révélateur. Pendant ces 11 années, vous pensiez souvent à votre fille? Oui, oui. Mais moi, j'ai toujours eu espoir que ma fille reviendrait. Toujours eu espoir. J'ai jamais pensé que c'était définitif. J'ai jamais pensé ça. C'est elle qui devait revenir vers vous? Vous n'auriez pas pu aller... C'est la question que vous vouliez poser? Pourquoi ça marche que dans un sens? C'est marrant. Hein, parce qu'il est catalan et que les Catalans ont un orgueil démesuré, quoi. C'est pas tout à fait ça. Mais j'aurais bien aimé faire le premier pas, mais j'avais toujours peur d'être mal reçu. Bon, dans le fait d'être mal reçu, je me suis dit, attendons le contraire. C'est peut-être plus facile. Donc j'ai attendu et c'est vrai que Christelle est revenue, quoi. Et depuis, je suis le père le plus heureux du monde. Quoi. Il n'y a pas de... pour retrouver une fille, un petit-fils, un beau-fils, qu'est-ce que vous voulez de plus? Comment vivre la rupture au quotidien? Chacun de son côté, on imagine des tas de choses sur l'autre. Hein, vous le disiez à l'instant, Jean-Luc, peut-être que si j'y vais, ça va mal se passer, donc j'attends parce que j'ai pas envie de me prendre un vent. C'est un peu ça, ouais. C'est accepter l'idée quand même de l'échec, de l'autre qui vous repousse, et ça arrive parfois. Ça arrive. Est-ce qu'on peut reprendre une vraie relation sans arrière-pensée comme au premier jour? Oui, parfois, mais non également parfois. On va le voir avec ce reportage qui concerne donc Annick. Annick, après 40 ans donc, sans nouvelles de votre père, vous avez décidé de tout tenter pour le retrouver. Il y a quelques années, vous lui aviez d'abord envoyé une lettre. Il ne vous avait pas répondu? Oh si, il m'a répondu une lettre épouvantable qui m'a fait pleurer toute une après-midi et qui se terminait PS. Inutile de m'envoyer d'autres lettres car je te les renverrai sans les ouvrir. Vous avez quand même pris votre courage à deux mains. Alors là, je le dis pour tout le monde, pas seulement pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. Parce qu'on peut tous se retrouver dans une situation comme celle-ci. On ne sait pas pourquoi, à un moment, ça décroche. Vous êtes allé à sa recherche sans savoir s'il était toujours vivant. On regarde son reportage. Oui, tout à fait. Ouais. Bonjour monsieur. Je voudrais obtenir un acte de naissance de mon père. De votre père. Voilà. Vous pouvez m'indiquer déjà la date de naissance de votre père, s'il vous plaît? Oh là. Suite au divorce de ses parents, Annick s'est brouillée avec son père. Sans nouvelles de lui depuis 40 ans, elle ne sait quasiment rien de cet homme. Elle commence à reconstituer le puzzle de sa vie à la mairie de son lieu de naissance. Oui, je voudrais savoir s'il est décédé ou pas. S'il est encore vivant, Annick a le projet de le retrouver pour enfin comprendre ce qui les a séparés. Je vous présente donc la copie intégrale de l'acte de naissance de votre père. Donc vous pouvez constater qu'il y a une mention de mariage et la mention du divorce, mais pas de mention de décès. Oui. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Ça me fait plaisir d'apprendre ça parce que c'est un petit morceau de mon identité qui commence à se construire, voilà. Et que je peux entamer une démarche pour le rencontrer, s'il veut bien me recevoir, et puis qu'on puisse éventuellement parler ensemble, et si ça se passe bien, quoi. À la fois, ça me fait peur et ça me fait plaisir. Quelques jours plus tard, Annick s'est lancée sur les traces de son père. La voici à 600 km de chez elle, accompagnée de son fils, dans la région où son père vivrait. Peu à peu, les émotions refont surface. Bon, émotionnellement, c'est fort, et puis en même temps, je me protège. Enfin, je veux dire, je n'ai pas envie non plus de me laisser embarquer dans les émotions, parce que ça m'a déjà fait beaucoup de mal par le passé. J'espère que je suis dans la bonne direction. Munie d'une simple adresse postale, celle du dernier domicile connu de son père, Annick se livre à un véritable jeu de pistes. Excusez-moi de vous déranger, on est complètement perdus. Prenez tout de suite à droite. Tout droit jusqu'à l'église. Ah, voilà. Près du but, mais ne sachant pas ce qui l'attend, l'angoisse monte. Comme je suis là très proche maintenant, je vais jusqu'au bout de la démarche, quoi, parce que je ne vais pas faire demi-tour là maintenant si proche de son adresse. Cet homme est mon père et en même temps, c'est un parfait étranger pour moi et ça aussi, je trouve ça extrêmement dommage. Bonjour, vous êtes Marie, n'est-ce pas? Oui. Je suis la fille de monsieur... C'est pas Annick? Si, bien sûr. Non, c'est pas vrai, ça ne me revient pas, moi. Bonjour. Bonjour. Et ton petit-fils? Oui, mon petit-fils. Non, vous y prenez un peu tard, je crois, vous ne croyez pas? Mieux vaut tard que jamais. Tu perds ton temps. C'est difficile parce que
Oui, ça fait de la peine, quoi. C'est clair que, c'est dommage, mais en même temps, bon, c'est comme ça, voilà. C'est quelqu'un qui veut pas parler, qui a complètement changé de vie depuis longtemps. Voilà, donc mon fils a rencontré son grand-père aujourd'hui, bon. Après 1h30, Annick ressort. Elle a retrouvé son père, mais lui ne souhaite plus la revoir. Malgré tout, Annick essaie de rester positive. Chez son père, elle vient de faire connaissance avec son demi-frère, avec qui le dialogue est possible. À travers cette rencontre, il y a une histoire quand même qui peut continuer, quoi, au niveau de la famille. Voilà. Ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, je trouve, ouais. Ça, c'est beau. Parce que ça aurait pu continuer comme ça pendant des générations. C'est comme ça qu'on avance. Voilà, c'est comme ça qu'on avance, effectivement. Voilà. Merci. Du chapeau. Non, je vous dis vraiment bravo, parce que franchement, avec ce que Jean-Luc nous a dit tout à l'heure, on est arrivé exactement à une question que je pense que beaucoup de gens se disent, c'est-à-dire que je ne vais pas aller vers l'autre parce que j'ai peur de me prendre un râteau. Et vous étiez pris un râteau par le courrier, par le téléphone. Et je m'en suis encore pris un là. Vous en êtes encore pris un là. Vous insistez, vous vous battez, vous mettez dans le sens de la vie, de la construction. C'est une jeune fille de 17 ans qui nous a dit qu'il faut que chacun y mette du sien. C'est comme une jeune fille de 17 ans qui nous donne une leçon de sagesse aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Isabelle, une question. Alexandre nous a dit qu'il espérait pouvoir renouer un contact avec vous. Que vous soyez capable de vous parler tous les deux. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en suis incapable aujourd'hui. Si votre fils revient vers vous, vous n'accepterez pas d'entrer en contact avec lui? Il y a tout un ensemble. Il y a le fait d'avoir été traîné devant les tribunaux. Il y a aussi le fait que je ne parle pas non plus aux grands-parents, ni à mes parents non plus. Non, mais là, je parle de oui, par rapport à Alexandre. Donc ça veut dire que voilà, il y a toutes les suites. Un peu, oui, parce que moi, dans le fond, ça m'aurait fait vraiment plaisir qu'il y ait une réconciliation et que mon frère revienne, même si je sais que... Je dis pas que c'est pas possible, ça pourra peut-être se faire dans avec le futur, du temps. Je sais pas. Jonathan, au début de l'émission, vous disiez que vous ne vous parliez plus avec votre père. Vous vous croisez, mais vous ne vous parlez plus depuis 9 mois maintenant. En écoutant ces histoires incroyables de tous nos invités, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses qui m'effraient un peu. C'est surtout des choses, vraiment des points où je ne veux pas arriver. Moi, j'ai entendu, par exemple, le point de non-retour. Moi, c'est quelque chose que... Déjà, que je ne souhaite pas, et puis surtout que je ne comprends pas. Mais vous vous sentez capable d'aller vers votre père si lui ne vient pas vers vous? Je l'ai fait à plusieurs reprises. Ouais. Non, mais là, on parlait maintenant au futur. Non, mais là, après, par la suite, j'avais l'idée d'inviter mon père au restaurant et de lui écrire une lettre, justement, comme ça a été fait par la plupart, enfin, chez certains. Et au restaurant, peut-être qu'il la lise devant moi et voir sa réaction. Parce que j'entendais des réponses négatives. Je pense que ça vient aussi surtout d'un manque de dialogue. Une réponse négative vient toujours d'une prise de risque, mais une réponse positive aussi vient toujours d'une prise de risque. Comment sont passées vos retrouvailles? Après 2 ans de thérapie, j'ai décidé de rappeler mon père parce que je me rendais compte que j'arrivais pas à faire le deuil de quelqu'un de vivant, quoi, en fait. C'était très difficile. Ouais, puis quelqu'un d'important dans votre vie. Oui. Donc j'ai décidé de l'appeler. Alors ça n'a pas été simple, ça m'a pris du temps en fait. Je prenais le téléphone, j'arrivais pas à faire le numéro, je réfléchissais. Et s'il ne veut pas me parler, effectivement, comme Annick, ça aurait pu aussi. Comment je fais Bon, donc je l'ai appelé. Vous l'avez appelé par téléphone, Christelle? Vous l'avez appelé? Oui. Ouais. Ah, mais le comble, c'est qu'il habite à 3 km de chez moi, quoi. Vous ne le saviez pas? Bah si. Ah bon? Je t'ai pas vu depuis 11 ans. Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous a dit au téléphone? Quand on ne veut pas se voir, ouais. Voilà. Et il m'a dit, oui, viens me voir. Et là, c'était plus la femme qui était au téléphone, c'était la petite fille. Alors je me suis mise à pleurer, et puis bon, j'y suis allée, quoi. Et donc du coup, on a décidé de se revoir, mais en rétablissant une nouvelle relation, en fait. Avec, il y avait quelque chose de fort, affectueuse. Enfin, je veux dire, il y a eu de l'affection qui est passée. Oui. Ça a été un moment fort. C'est revenu. Oui, oui. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas, oui, tout à fait. C'est exactement comme le vélo. Moi, ça vous a fait... Comment vous avez vécu cet instant quand vous avez revu votre fille? J'étais très, très content. Déjà, le coup de téléphone, je ne pensais pas... votre joie, oui. Si. Je ne pensais pas que ma fille viendrait le soir même, d'ailleurs, qui est venue le soir même. Quand je lui ai proposé de venir à la maison... elle est venue tout de suite. Elle est venue de suite. Elle est bien courageuse. Et ça a été parfait, quoi.
Bravo Christelle. Chapeau. Oui, madame, mademoiselle, monsieur, qu'on le veuille ou non, on grandit avec une famille. Les relations entre parents et enfants sont des relations qui sont importantes, qui sont fondatrices pour l'évolution de chacun, des parents comme des enfants. D'ailleurs, on a vu que couper tout contact avec ses proches et de faire en sorte de ne jamais les revoir, le fameux point de non-retour, ça ne se fait jamais sans douleur. Alors, il faut avoir le courage, Jonathan, les autres, de prendre un peu sur soi, comme disait cette jeune fille de 17 ans. Incroyable quand même, que chacun prenne un petit peu sur soi. Donc, c'est une leçon d'une jeune fille de 17 ans qu'on a aujourd'hui. Merci en tout cas à tous de nous avoir donné le courage de parler d'un sujet aussi sensible. On a vu beaucoup de tensions sur le plateau, mais je crois beaucoup d'émotions aussi aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, à bientôt.